les économies d'énergie, le rhénium, tiens, un autre élément extraordinaire, particulièrement rare, parce que le rhénium, c'est un sous-produit du molybdène, qui lui-même est un sous-produit du cuivre dans certains gisements. Production mondiale de rhénium, ça doit être de l'ordre de 40 à 50 tonnes. Le prix de la tonne est absolument astronomique. Un petit peu de rhénium dans un acier inoxydable, avec nickel, cobalt, molybdène, etc. Donc un super alliage. Ce petit peu de rhénium permet de faire des réacteurs qu'on utilise soit sur des avions militaires de très haute performance, soit sur l'Airbus 380, parce que pour économiser du carburant, il faut faire fonctionner un réacteur à très haute température. C'est très bien, mais quand on atteint les très hautes températures, on risque d'avoir des matériaux qui se déforment. L'acier dopé au rhénium peut se déformer et reprendre sa forme initiale, et permet de faire des réacteurs qui économisent plusieurs pourcents de carburant. Pareil pour des aubes de turbines à gaz, où on utilise ces aciers au rhénium, qui en plus se recyclent remarquablement bien, et c'est tant mieux parce que vu la rareté de l'élément et son prix, c'est absolument indispensable. La catalyse automobile, voilà, bah alors là, dans nos automobiles, on trouve du platine, du palladium. Certains disent que les gisements de platine du futur, c'est la poussière au bord de nos routes, parce qu'il y a quand même un peu d'abrasion qui se fait dans les nids d'abeilles catalytiques, et on retrouve ainsi des platinoïdes dans la poussière des routes, ce qui n'est pas nécessairement une bonne idée, parce que le platine a des propriétés biologiques qui peuvent être un peu embêtantes. La production et le transport d'électricité, oui, tout le monde connaît le cuivre. Je passe rapidement. L'indium, tiens, l'indium en jaune, ici. L'indium, sans indium, j'aurais pas d'ordinateur portable, vous n'auriez pas de télévision à écran plat. L'indium, l'oxyde d'indium et d'étain, permet de faire des fils conducteurs d'électricité tout à fait transparents. Et donc, c'est ce qui permet d'envoyer les signaux électriques aux petites cellules dans lesquelles il y a des cristaux liquides, et ça permet aux écrans plats d'exister. Il y a une myriade de petits fils invisibles sur vos écrans qui alimentent les pixels individuels de l'écran. Ça, c'est de l'oxyde d'étain et d'indium. Prenez votre voiture. Voilà, une Renault, une voiture standard. Eh bien, dans une voiture moderne, c'est bourré de moteurs électriques et c'est bourré d'aimants permanents. Je reviendrai à cette histoire d'aimants permanents parce que la plupart de ces aimants permanents aujourd'hui sont à base de terres rares, néodyme, fer, bore, et souvent dopés avec du dysprosium, une terre rare particulièrement rare. Ceci parce que ça permet de faire des aimants permanents ultra compacts, et donc quand il n'y a pas beaucoup de place, eh bien, on peut utiliser ce genre d'aimant. Autre exemple ici, alors malheureusement ça m'a tronqué une partie de la légende. Ah ben non, pardon, elle est en bas la légende. L'étain, donc où est-ce qu'on trouve de l'étain dans une voiture? Eh bien, à beaucoup d'endroits, y compris à des endroits un peu inattendus, comme l'usage de dérivés de l'étain comme stabilisateur du polychlorure de vinyle pour les matières plastiques. Le tungstène et l'or dans la voiture. Alors l'or, c'est dans les circuits électroniques. Hein, l'or étant un excellent conducteur d'électricité, on s'en sert pour certains contacts électroniques. Donc, et puis pour les voitures, mais alors ça c'est encore un peu les voitures du futur, les piles à combustible. Et puis le tungstène, lui on le trouve à différents endroits aussi dans le véhicule, soit comme lubrifiant des films de tungstène sur des roulements à billes, ou comme durcisseur de certains alliages. Alors voilà l'évolution toujours le monde extraordinaire des métaux rares, donc le néodyme ici qui était un métal du groupe des terres rares. Regardez l'évolution des aimants. Donc c'est comment les aimants ont évolué en taille pour une même puissance magnétique. Hein. Donc en 1940, il fallait un aimant de 14 cm3, alors qu'aujourd'hui on arrive à avoir le même champ magnétique avec un aimant de 0,22 cm3. Donc ça permet d'avoir évidemment de loger des aimants puissants dans des endroits où il y a très peu de place. Alors là, il y a des gros problèmes parce que le néodyme, comme l'ensemble des terres rares, 97% de la production vient aujourd'hui de Chine, et ça peut poser des problèmes, par exemple, de défense nationale, parce qu'un missile de croisière, tout bêtement, c'est bourré de moteurs électriques.
entre autres pour faire varier les surfaces de vol en cours de vol, pour que le missile puisse se diriger. C'est des moteurs à aimant permanent. Et on est dans la situation où nos défenses occidentales sont obligées d'aller pleurer auprès de nos amis chinois pour se fournir de terres rares. Ça peut poser quelques problèmes géopolitiques. J'y reviendrai plus loin. Alors le monde est assoiffé de ces métaux, de ces éléments aux propriétés magiques. Alors si on utilise ces métaux rares, c'est pas pour le plaisir de les utiliser, c'est parce qu'ils ont des fonctions physiques, chimiques, des propriétés spécifiques, chacun d'entre eux, qui permet de développer toutes sortes d'applications dont nous avons besoin. Alors regardez un peu comment l'évolution de notre consommation de matières premières a bougé en l'espace d'un siècle, et regardez où il semble que nous allions, et on verra un peu les conséquences que ça peut avoir. 1919, ça commence, jusqu'à la Première Guerre mondiale, en gros, une évolution de la production et donc de la consommation très modérée, je dirais presque étale. Hein, donc une industrialisation qui démarrait lentement, évidemment entièrement localisée dans les pays occidentaux. Et là, après la Seconde Guerre mondiale, on a les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses qui ont existé pas seulement en France, mais dans l'ensemble des pays occidentaux, aux États-Unis, au Japon, dans tous les pays européens, avec le développement extrêmement rapide de toutes les infrastructures routières, aviation, chemin de fer, etc. Et puis, on voit la maturation de nos économies occidentales, c'est-à-dire une relative stabilisation de la production et de la croissance. Ceci reflète largement les besoins du monde occidental. Vous allez voir tout à l'heure que la consommation per capita des pays pauvres est infiniment inférieure à celle des pays riches. Il y a un décalage d'un facteur de 10 à 15 selon les métaux. Ensuite, on voit quelque chose sans précédent dans l'histoire de l'industrie minérale, c'est le boom de la production chinoise. Ça, c'est l'évolution extraordinairement rapide de l'économie chinoise entre 2000 et la période actuelle. Évolution qui est largement liée, non pas à la consommation chinoise, qui a bien démarré, mais aussi au fait que l'industrie mondiale occidentale s'est largement délocalisée vers la Chine. C'est-à-dire que les iPhones, les iPads et 36 autres choses que nous consommons à travers le monde, et dans les pays occidentaux en particulier, c'est made in China. Donc les matières premières, la transformation des matières premières, elle a lieu en Chine, et ceci est loin d'être neutre sur le plan géopolitique et sur les perspectives que ça ouvre pour les économies occidentales. Et puis, quel regard peut-on maintenant donner dans le futur? Alors c'est bien parce qu'il paraît que le problème des prévisions dans le futur, c'est qu'elles concernent le futur et qu'elles sont généralement fausses. En extrapolant non pas la croissance des 10 dernières années, ce qui serait assez imprudent parce qu'à un moment donné, la production et la consommation chinoise vont aussi se stabiliser. La question c'est quand, puis après il y aura l'Inde et après il y aura d'autres pays peuplés en Afrique et ailleurs qui vont se développer. Ceci, c'est simplement en prenant la moyenne de la croissance annuelle des 30 dernières années. Eh bien, vous voyez qu'on a une véritable envolée de la demande de matières premières minérales devant nous. En clair, au cours des 40 prochaines années, la totalité des matières premières qu'il faudra produire est nettement, très nettement supérieure à tout ce qui a été produit depuis l'origine de l'humanité. C'est des défis absolument énormes en termes de consommation énergétique, en termes de consommation d'eau, en termes de déchets. C'est un défi énorme, mais ce scénario paraît relativement réaliste. C'est lié à l'évolution démographique. Nous étions 7 milliards au mois d'octobre l'année dernière. Nous serons, d'après les Nations Unies, 9 milliards en 2050. Je disais qu'il y a un décalage d'un facteur de 10 à 15 entre la consommation d'un habitant de pays développés par rapport à ceux des pays moins développés. Je vous donnerai les chiffres exacts un peu plus loin. Ben voilà, on y est. Donc là, malheureusement, comme c'est une image, je n'ai pas pu la traduire en anglais.
Donc il existe au niveau des Nations Unies un groupe international pour les ressources naturelles qui est calqué sur un modèle assez voisin d'un autre groupe qui est connu, qui est celui pour l'étude du climat. J'ai l'honneur d'être l'un des 28 experts de ce groupe international et ce groupe a publié un certain nombre de rapports. Donc si sur Google vous tapez Metal Stocks in Society, vous pourrez accéder à ce rapport. Et ici, c'est une compilation à partir de différentes publications disponibles du stock de métaux déjà extraits, présents dans nos sociétés, dans nos murs, dans nos voitures, dans nos usines, etc., de différents métaux. Donc vous voyez que pour l'aluminium, en moyenne, il y a 80 kg d'aluminium par humain sur la planète qui est hors sol, qui a été extrait. Pour le cuivre, c'est entre 35 et 55 kg. 2,2 tonnes de fer, 8 tonnes de plomb. Et alors ici, c'est l'estimation du stock per capita dans les pays riches, et ici, dans les pays pauvres. Vous voyez, en moyenne, c'est un facteur qui est de l'ordre de 10 à 15. Or, les habitants des pays pauvres, alors ça représente combien de personnes? La colonne de gauche, en 2005, c'est des chiffres qui sont de 2005, ça représentait 860 millions de personnes contre 5,6 milliards de personnes dans la colonne de droite. Évidemment, ceux qui vivent, malheureusement pour eux, dans la colonne de droite, qu'est-ce qu'ils rêvent? Ils rêvent non plus de marcher à pied, mais d'avoir un vélo, et puis un vélo électrique, et puis une mobilette, et puis une voiture, et ainsi de suite. Tous les humains ont à peu près les mêmes rêves, quelle que soit leur culture et tout. Donc la demande en matières premières risque d'exploser dans les années à venir. Il y a aussi là des sources potentielles de conflits considérables. Quelques idées comme ça sur l'industrie minérale. L'industrie minière, c'est une industrie hautement capitalistique. Ça, c'est une courbe ici des capitaux qu'il faut investir pour développer une nouvelle mine. Et c'est une compilation de à peu près 1400 projets à travers le monde. Alors vous voyez qu'il y a des gisements qui ont coûté fort peu, c'est en millions de dollars, fort peu à développer, mais ça c'est l'exception, c'est souvent des petits gisements très simples à exploiter. La moyenne c'est quand même 400 millions de dollars et vous avez des projets qui dépassent plusieurs milliards de dollars. Un des projets miniers les plus chers, c'est l'argent qu'il faut investir avant de produire le premier caillou, c'est-à-dire avant de vendre la première tonne de quoi que ce soit. C'est toutes les études préalables, c'est la construction du site, amener l'électricité, l'eau, éventuellement construire le chemin de fer, le port pour évacuer le truc. Il y a par exemple un projet en Guinée, les monts Simandou, qui est un énorme projet de minerai de fer. C'est quelque chose comme 13 milliards de dollars d'investissement avant de commencer à produire. Donc, et si vous vous plantez, le problème, c'est que vous ne pouvez pas démonter nuitamment le truc. Ça ne marche pas comme le magasin de fringues au coin de la rue ou la pizzeria. Vous ne démontez pas nuitamment et vous allez vous réinstaller ailleurs. Toutes les installations sont optimisées pour traiter un minerai particulier et tout. C'est un petit peu comme ce qui se fait ici. Il y a une optimisation absolue des procédés, notamment de traitement des minerais. Et vous ne pouvez pas très facilement vous reconvertir et réinstaller ça ailleurs. Alors, la satisfaction de nos besoins, nous sommes tous, que nous le voulions ou pas, et qui que nous soyons, des consommateurs assez intensifs de matières premières minérales et notamment de métaux rares. Et notre vie, la vie de nos sociétés, nos équilibres, dépendent du bon fonctionnement de chaînes de production dont la plupart d'entre nous n'avons pas la plus pâle idée. Et elles sont extrêmement complexes, et plus ça va, plus elles sont complexes, et chacune d'entre elles implique des acteurs multiples. Alors,